Bonjour tout le monde, bienvenue pour un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr Como, qui est une chirurgienne générale à Sherbrooke, puis qui a fait son fellowship à l'Université d'Ottawa. Ouais. Puis là, je dirais que si vous êtes quelqu'un soit qui hésite encore pour la chirurgie ou qui commence à être convaincu que c'est la chirurgie qui veulent, mais qui ils ressentent là, des messages, soit d'amis ou de résidents qui les font douter, là, qu'ils font le bon choix, c'est l'épisode pour vous. Je pense pour vous rassurer puis vous convaincre que la chirurgie, c'est vraiment une belle option puis que vous pouvez quand même trouver un équilibre de vie à travers tout ça. Là. Ouais, vraiment. Puis avant l'épisode, on aimerait ça juste remercier Juste Cela, qui est une compagnie québécoise qui a fait ces deux cotons wattés. Donc, si vous les trouvez beaux et ça vous intéresse, il y a un bon site web. Là. Je vais le mettre en lien en dessous de l'épisode, mais ça s'appelle Juste Cela. Et aussi, sur une note un peu plus triste, en fait, c'est officiellement notre dernier épisode avec une invitée. Donc, on aimerait ça prendre un moment pour remercier tous les gens qui nous ont suivis au cours des 3 dernières années, qui sont un peu embarqués avec nous dans ce projet fou. Mm-hmm. Ça a vraiment pris des ampleurs qu'on ne s'attendait pas. On est tellement heureux quand on reçoit vos messages, vos commentaires. On espère sincèrement que ça a aidé certains d'entre vous dans vos choix ou juste dans comme la propagation de c'est quoi la médecine. Oui, exact. C'est ça. On a tellement été touchés par la réception que vous nous avez donnée et tout. Puis aussi, on voulait remercier tous les invités qui sont venus nous voir ici au podcast. On a tellement fait des belles rencontres puis on a eu des belles discussions. Fait que ça a été vraiment super pour nous. Puis on est vraiment contents qu'il y ait 3 filles exceptionnelles qui vont prendre la relève. On est sûr que le projet va continuer d'être super bon. Fait que continuez d'écouter. Arrêtez pas vu que juste parce qu'ils ne vont pas. Sur ce, bon épisode. On voulait prendre un moment avant l'épisode pour remercier nos commanditaires Archer, qui est une firme de finance spécialisée pour les médecins et les étudiants en médecine. Ils sont tellement agréables avec nous, tellement agréables à travailler. On vous conseille fortement de les contacter. Oui, c'est ça. C'est du monde facile d'approche. Les consultations avec eux, c'est gratuit. Fait qu'hésitez pas à envoyer un courriel. Le lien est en dessous des vidéos. Puis, c'est ça. Ils peuvent répondre à vraiment toutes vos questions que vous avez par rapport à vos finances personnelles, par rapport aux prêts et bourses du gouvernement, par rapport aux assurances que vous pouvez avoir, les placements que vous pouvez faire pour essayer de maximiser vos finances. Bref, peu importe c'est quoi votre question, contactez-les puis ils vont avoir les réponses pour vous. Merci Archer! Attention, on a une annonce spéciale à faire. Dans le fond, nous, on va prendre notre retraite de podcast là, après cette saison-ci. Donc, on est à la recherche de quelqu'un ou de 2 personnes qui seraient partants pour nous remplacer puis continuer notre beau projet. Oui, idéalement, on aimerait ça des étudiants en médecine, bien sûr, pour continuer un peu dans la même lignée. Des étudiants qui sont peut-être en première année ou en pré-med, qui vont pouvoir prendre le projet pour plusieurs années. Aussi, on vous suggère fortement, si ça vous tente, d'appliquer entre amis, 2 à 2. C'est toujours plus facile de faire des discussions comme ça quand on le fait entre amis. Donc, si vous êtes intéressés, écrivez-nous, envoyez-nous une petite description de pourquoi vous êtes intéressés. Puis, ouais. C'est ça. On attend vos CV. Donc, bonjour, Dr Como. Merci Allô? beaucoup de venir à notre podcast. On apprécie beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, nous, on aime ça d'habitude de commencer un peu dès le début. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais aller en médecine? Pas depuis le tout début. Pendant longtemps, dans ma jeunesse, je voulais être dentiste. Puis ça a duré longtemps jusqu'au secondaire. Puis je dirais que c'est à partir du secondaire que finalement j'ai fait la transition puis j'ai décidé d'aller plus en médecine. C'est drôle parce que c'est quand même pas tant loin, dentisterie puis médecine. Qu'est-ce qui a fait que finalement ça l'a genre shifté? Je pourrais pas dire exactement. Je pense que peut-être ma grande sœur qui a eu un peu une influence. Là, elle était 1 an et demi plus vieille que moi. Puis tout ce qu'elle prenait, les options qu'elle prenait au secondaire, je prenais toujours les mêmes options. Puis elle voulait initialement se diriger vers là. Fait que je sais pas si c'est ça qui a inconsciemment influencé mon choix. Mais rendu plus tard dans le secondaire, je savais que je voulais me diriger dans cette voie-là. Puis t'as fait pré-med, dans le fond? En fait, à Sherbrooke, j'ai fait mon cégep, puis j'ai pas été prise du premier coup. Fait que je suis passée par la microbiologie à l'Université de Sherbrooke. Okay. Parce que j'aimais ça. C'était pas vraiment... je voulais que ça soit un tremplin pour aller en médecine, mais c'était pas ça. C'était pas mon seul objectif. Je me disais, si je rentre jamais, je vais vraiment finir mes études en microbiologie parce que j'aimais ça pour de vrai. Puis après ça, en médecine, à l'Université de Sherbrooke, c'est 4 ans directement. Est-ce que vous avez fini
tout microbio ou ça l'a... J'ai fait un an. OK. J'ai Un an, fait puis là, ça un a an fonctionné. finalement, puis ça a fonctionné. Ah, c'est OK. ça. Fait que Exact. ça n'a pas été un trop gros détour, finalement. Non, c'est ça. Ça me donne même pas un bac. Fait que j'ai une année seulement de microbiologiste en moi. Puis est-ce que quand vous êtes rentré en médecine, tu savais déjà ce que tu voulais faire en médecine? Oui. Puis ça c'est drôle parce que ça a changé en cours de route. Quand je suis rentrée, je savais que j'aimais la chirurgie. J'avais envisagé, je me disais aussi dans mes autres plans, si ça ne fonctionnait pas, je me disais médecine vétérinaire, puis je m'étais informée, est-ce que ça se fait juste être chirurgien en médecine vétérinaire? Fait que j'avais déjà cet intérêt-là. Puis après ça, quand je suis rentrée en médecine, j'ai fait probablement ce que tout le monde fait, comme chaque phase devient ce que tu penses que tu veux faire. Fait que j'étais en cardio, je pensais que je voulais être cardiologue, en gastro, je pensais que je voulais être gastro. Puis finalement, quand j'ai commencé les stages à l'externat, ça a juste retourné naturellement vers la chirurgie. Qu'est-ce que t'aimais, soit dans l'idée d'être chirurgienne, puis après ça, dans tes stages, qu'est-ce qui a confirmé que tu voulais faire la chirurgie? J'aimais beaucoup ça, puis je pense le vrai déclic, quand c'était rendu à faire mon choix final, ça a été surtout les gens de la discipline. J'avais comme plusieurs options, puis j'avais de la difficulté à me décider entre mes 3 options qui restaient des spécialités chirurgicales. Puis quand j'ai fait mon stage de chirurgie générale, je me suis dit, mon Dieu, ces gens-là, ils me ressemblent. Je me sentais naturellement bien avec eux. Puis c'est ça qui m'a fait un peu le déclic. Je me dis, si je leur ressemble autant, c'est que probablement que c'est ça qu'il faut que je fasse. Est-ce que je me demandais c'était quoi les options? Je suis curieuse. Oui. J'avais appliqué dans 3 choses uniquement. J'avais appliqué en gynéco-obstétrique, qui était comme mon plan C, ça je le savais, puis mon plan A et B, je n'étais pas certaine, c'était chirurgie générale puis chirurgie plastique. Fait que ça a été mes 3. Je me suis pas fait d'autres backups. Je me suis dit all-in, puis on verra. Quand même, 3, c'est déjà un bon backup, là. C'est ça. Juste mettre toutes les œufs dans le même panier. Puis, mais je suis curieuse, quand que tu dis que tu t'organisais dans les gens, des fois, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas tant de modèles féminins là, en chirurgie. Fait que est-ce que tu avais quand même eu des modèles forts de chirurgiennes femmes qui t'ont inspiré? Ben, en fait, il y en a beaucoup à Sherbrooke. C'est là que j'ai fait mon stage. C'est une équipe... est-ce qu'on est majoritairement féminine? Proche d'eux, en tout cas, si c'est pas le cas. Fait qu'il y en avait beaucoup, mais je peux pas dire que c'est vraiment parce qu'il y avait une fille qui me ressemblait. Je pense que même avec les gars du programme, je m'entendais bien. J'ai toujours, tu sais, on faisait des blagues un peu tantôt quand mes travaux étudiants, que je travaillais dans un board shop, mais j'étais bien dans cet univers-là de un peu plus de gars, skate, snowboard. Je me sens confortable là-dedans, fait que j'étais pas loin de ça non plus en chirurgie. Là. Ouais. C'est peut-être juste ce que j'ai vu, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de femmes en chirurgie générale que dans des autres spécialités chirurgicales. De ce que j'ai pu voir, mais... Je sais pas, parce que j'essaie de penser, en plastie, il y en a quand même beaucoup. En ORL, je pense qu'il y en a beaucoup aussi. Je pense qu'il y en a juste de plus en plus un peu partout. C'est plus ça l'impression que j'ai. Ouais. Puis là, tu as fait le processus d'entrevue pour ces 3 spécialités-là, je suppose. Puis là, après ça, c'était OK, on met premier choix à chirurgie générale. Puis c'était comment commencer la résidence, la transition? On se fait dire que c'est quand même une résidence qui est intense, la chirurgie générale. Oui, c'est intense, mais quand tu es dedans, tu t'en rends pas tout à fait compte. Tu es tout le temps au bloc opératoire avec d'autres résidents qui sont aussi dans des disciplines chirurgicales. Fait que tout le monde est un petit peu dans le même bateau. Tu te fais tes amis, ton réseau. Fait que c'est demandant. Je pense que le début, les gardes, c'est difficile. En tout cas, moi, au début, je trouvais ça difficile. Juste la fatigue puis le stress qui t'accumule. Chaque petit appel qui maintenant est complètement anodin, qu'on répond sur le coin d'une table ou sur le coin de la table de chevet. Quand t'es R1, cet appel-là est aussi stressant. Fait que ça demande beaucoup d'énergie, faire des gardes puis faire le travail clinique. Fait que je dirais, les premiers mois... C'était plutôt difficile s'adapter, la fatigue. Après ça, on attrape un peu le beat de la résidence, puis on embarque dedans. Puis quand on aime ça, c'est pas... j'ai pas comme souvenir que j'ai trouvé ça difficile. Vraiment, c'était demandant, mais pas difficile pour moi, en tout cas, pas pour moi de faire ça. Là. Puis après combien de temps tu trouves que tu commençais à développer des skills dans la chirurgie en tant que telle? Quand même rapidement. J'ai eu la chance d'être à Sherbrooke, où est-ce que c'est un programme qui est très hands-on, qu'on dit dès les premières années de résidence. C'est sûr que moi, voulant faire ça externe, j'avais des bananes dans mes... toutes les
voyons, les congés des fêtes chez mes parents, j'amenais du stock, j'amenais des bananes, puis je faisais ça sur le comptoir en jasant avec ma mère, des sutures sur des pots de bananes pour me pratiquer. Ouais. Fait que je faisais ça, ou j'avais demandé d'aller acheter une pâte de cochon parce que c'est ce qu'ils nous font faire aussi comme pratique. Fait que je faisais ça chez moi. Parce que je savais que je voulais rentrer en chirurgie, fait que comme externe, je voulais comme que ça transparaisse puis que ça aille bien. Mais après ça, côté résidence, la première année de résidence à Sherbrooke, il y a comme des tâches qu'on le sait que c'est les R1, du genre mettre des enveloppes sur des appendices, ouvrir, fermer les plaies, c'est les juniors qui font ça. Fait que ça se développe très, très rapidement. Puis petit à petit, le plus que tu te sens confortable puis que les patrons voient que tu es à l'aise puis que ça va bien, ils t'en laissent faire de plus en plus. Fait que ça a quand même cheminé, je dirais, rapidement. Puis ça, c'est une chose probablement qui fait que c'est très encourageant. Ben oui. Puis que j'ai pas trouvé ça pénible, c'est que j'ai pas eu 2 ans à juste regarder les gens faire puis me dire un jour, je vais me rendre là puis trouver. Tu sais, j'étais déjà dans ce que j'aimais faire déjà, les 2 mains dedans, finalement. Ouais, c'est sûr que ça l'aide à rester motivé Ouais. quand tu sens que tu avances. Ouais. Ben oui. Puis, c'est quoi exactement dans la chirurgie qui t'attire beaucoup? Tu étais comment ça? On parle beaucoup de choses manuelles. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs que juste le manuel? Je dirais particulièrement la chirurgie générale, là, la chose qui fait que je triple le plus, c'est l'imprévu. C'est imprévisible. Ce qui va se passer sur une garde, quand ta garde commence, tu le sais pas. Ça se peut qu'il se passe rien puis que tu dormes. Ça se peut que tu opères toute la nuit. Des fois, il y a des gens qui arrivent en choc. Puis on sait pas pourquoi, mais on le sait que ça vient du ventre. On ouvre le ventre, puis on verra ce qu'il y a. Cette genre d'adrénaline, d'effet de surprise-là, ça, c'est probablement le point que j'aime le plus de la chirurgie générale. Oui, c'est sûr. C'est vraiment varié Ouais, comme c'est type ça. de chirurgie. Aussi, tu fais rarement la même chirurgie. J'avais fait d'autres stages de chirurgie cardiaque, puis je me disais, il me semble qu'on fait des pontages, on remplace des valves, c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses, là. Je connais pas tout de cette spécialité-là, mais la chirurgie générale, ça reste que c'est très, très vaste, là. Tu sais, tout ce qu'il y a dans le ventre, finalement, le cancer du sein, la trauma, toutes ces choses-là, ça fait on peut avoir une pratique vraiment, vraiment variée. Si c'est ça qu'on veut, ou si on veut être un petit peu plus dirigé, ben il reste les centres universitaires pour se spécialiser. Là. À McGill, on entend quand même des histoires de résidents en chirurgie générale qui, après quelques années, décident de changer vers quelque chose d'autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as observé dans tes co-résidents? Puis... Oui, ça arrive. Puis je sais pas si c'est la même chose dans les autres universités, mais j'ai l'impression que c'est souvent le R3 qui est comme la période charnière, parce que le R1, R2, ben tu commences, tu dis c'est difficile ou j'aime pas ça, c'est peut-être normal. Puis là, tu pousses un peu plus. Puis je pense, rendu à R3, quand tu tombes senior, quand tu es plus responsable de l'équipe, tu as plus de choses que tu fais au bloc opératoire, je pense que c'est là que les gens se rendent compte que ça passe ou ça casse. Fait que oui, j'ai vu des gens qui ont déjà changé en cours de programme, puis c'est souvent à peu près à ce moment-là que les gens s'en rendent plus compte, je pense. Fait que de ce que j'entends, tu as l'impression que c'est plus un manque de passion à la base pour la spécialité? Là. Ben... Je veux dire, chaque situation est différente. On ne sait jamais vraiment pourquoi. Il y a des gens, je pense, qui se rendent compte que c'était pas ça leur passion finalement. Je pense qu'il y en a qui voient ce que c'est le travail puis qui se disent « je pourrais pas faire toute ma vie comme ça ». Je pense que c'est surtout ça. Il y a peut-être des gens aussi qui se rendent compte en cours de route que finalement, c'est peut-être que côté manuel, ça décroche pas, ben ça déclique pas aussi vite que ce que je pensais. Fait que je pense que c'est toutes sortes de choses. Chaque personne a un peu sa raison. Là. C'est vrai, ça, on n'y pense pas vraiment, mais tu en tant qu'étudiante, oui, on est exposé à des choses manuelles, mais tu sais pas à quel point tu vas être capable d'apprendre rapidement ou non. Certaines techniques, on n'est pas exposé beaucoup. Fait que c'est sûr que ça doit être un gros reality check si tu réalises que, ouf, OK, non. Tu progresses pas autant que les autres. Ou, Vous rendu dans les skills plus complexes, t'aimes moins ça que juste faire des sutures. Peut-être. Puis, tu sais, après ça, ben la beauté de la médecine, c'est que si tu te rends compte que ça, c'était pas pour toi, ben il y a autre chose. Si t'aimais faire des petites chirurgies, mais que t'aimes pas passer une demi-journée au bloc opératoire opérer un côlon, ben il y a des gens qui se sont redirigés vers la médecine de famille, mais avec un peu de chirurgie dans leur pratique, lésions cutanées, des kystes, des abcès, tout ça. Puis c'est parfait, là. Il y en a pour tous les goûts. Puis c'est comment, tu sais, vous avez parlé que parfois les gens ils regardaient que c'était pas la vie qu'ils voulaient, le style de vie. C'est comment la balance? T'sais, on dit souvent que c'est vraiment difficile en tant que chirurgien d'avoir une...
style de vie balancé? Moi, je suis en début de pratique. Fait que je dirais que je suis encore dans cette recherche de balance-là parce que on dirait on est tellement là-dedans. La médecine, ça dure longtemps. La résidence, j'ai fait un fellowship. Fait qu'on dirait que ça devient ta nouvelle base. On dirait que c'est ça ta vie de base maintenant. Puis là, après ça, tu retournes dans la pratique. Puis là, tu dis, OK, j'ai plus de contrôle. Puis c'est pas obligé d'être ça, ma vie à tous les jours. Fait que là, tu essaies de rebalancer entre ce que tu veux faire puis ce que tu veux faire en dehors aussi. Puis je dirais, j'ai pas complété cette balance-là, mais c'est certainement possible. Étant travailleur autonome, finalement, quand on est médecin, ben on peut dire, ben je prends tant de semaines de vacances parce que je veux faire autre chose. Les fins de semaine, évidemment, que les gardes reviennent pas aussi vite qu'à la résidence. Fait que là, il y a des jours que je me dis, OK, je suis pas obligée de travailler comme avant. En fin de semaine, je fais rien puis je vais faire d'autres activités. Fait que je pense que c'est certainement possible d'avoir une belle balance, même en chirurgie. Mais ça reste que c'est une spécialité, je pense, qui reste demandante, surtout avec les gardes, je dirais. Nos journées, des journées de clinique, on commence à 8 heures, on finit à 4 heures, où on déborde un peu, ça va. Mais c'est la partie garde que c'est le fun, le petit thrill qu'on parlait, les surprises, mais ça revient souvent. Puis des fois, on est fatigué, puis on n'a peut-être pas envie d'avoir une boîte à surprise un soir, mais elle va arriver pareil. C'est toujours le soir que ça arrive. C'est toujours le soir que ces choses-là arrivent, fait que c'est là, je pense. Ça reste un travail demandant, mais c'est possible en se mettant ses limites de rebalancer tout ça. Puis les gardes sont à quelle fréquence en ce moment? Chaque service va s'organiser comme ils veulent. La façon que moi, où est-ce que je travaille, où est-ce qu'on a décidé de s'organiser, c'est qu'on fait une semaine, 24 heures sur 24. Oh, fait qu'on fait 7 jours, 24 heures sur 24, mais ça revient moins souvent. Donc, on l'a calculé en plus récemment, ça nous revient on est une grosse équipe, donc peut-être 8 semaines par année. Fait que c'est pas si pire que ça. Mais c'est une grosse semaine qui est des fois... C'est des nuits occupées une à la file de l'autre. C'est ça, exactement. Fait que cette semaine-là, vos cliniques, ils n'arrêtent pas, là. Moi, je les cancelle toutes. J'ai ce qu'on appelle le mauvais karma, probablement du début de pratique. Fait qu'il y en a qui se gardent quelques activités. Je pense que la majorité diminue beaucoup, beaucoup leurs activités. Moi, je préfère rien mettre, ce qui me laisse la porte ouverte pour dormir le jour, l'après-midi, si jamais j'ai eu une nuit plus occupée. Fait que c'est faisable, mais c'est des bonnes semaines. Moi, je suis curieuse aussi d'entendre parler un peu de c'est comment à Sherbrooke, les hôpitaux. T'sais, nous, on a un peu vécu McGill à Montréal, puis aussi des stages en milieu plus ruraux. Mais tu sais, Sherbrooke, j'ai l'impression que c'est un peu un entre-deux. C'est quand même un centre universitaire, fait qu'il va quand même avoir du gros débit. On a du très bon débit. On a pas mal toutes les spécialités. C'est sûr, moi, la chirurgie générale que je connais plus. Fait que, tu sais, je peux dire, mettons, comparé à Montréal, on fait pas de chip. Après ça, côté chirurgie générale, je pense qu'on fait tout le reste comme tout le monde. Fait que ça reste qu'on a une belle pratique de centre universitaire. Mais je pense que mon impression, parce que j'ai pas travaillé ni à Québec ni à Montréal, mais mon impression, c'est qu'on a un petit peu plus la porte ouverte pour garder une main sur la chirurgie générale at large puis la garde. Je sais qu'il y a d'autres hôpitaux qui s'organisent avec un service de ACS, de Acute Care Surgery. Ce que nous, on a décidé qu'on le divisait tout le monde ensemble en faisant ces semaines-là. Fait que ce qui fait que même si ma pratique est orientée vers autre chose dans le côté électif, je garde une main sur toutes les autres choses qui peuvent arriver sur la garde versus d'autres centres comme où est-ce que j'ai travaillé à Ottawa, où est-ce que j'ai fait mon fellowship. Ben eux, les chirurgiennes de sein font que du sein. Leur garde, c'est des gardes pour le sein, donc il se passe absolument rien. Puis il y a un service de acute care. Fait que je pense que quand on va dans des gros centres, on peut se retrouver comme ça. Si c'est ça qu'on veut, tant mieux. Moi, je trouvais que la beauté de Sherbrooke, c'est que je pouvais avoir comme le beurre et l'argent du beurre, finalement. Je pouvais avoir ma surspécialité, un centre universitaire, puis je pouvais garder un peu la main sur la diversité de la chirurgie générale. Puis après ça, ben autour, la ville de Sherbrooke, l'Estrie, c'est magnifique, là. On est à l'hôpital, on conduit 20 minutes, on est sur le bord d'un lac, 20 minutes dans l'autre direction, on est à Offord. Je trouve que c'est un milieu de vie parfait, en tout cas pour moi. Ça a gardé la balance. Puis justement, parlons de ton fellowship. Fait que c'est vers la chirurgie du sein, c'est ça qui t'a fait
à Ottawa. À Qu'est-ce qui Ottawa. t'a fait choisir cette spécialité-là? J'aimais, c'est drôle, pendant ma résidence, on dirait que je m'en allais un peu dans plusieurs directions. Je tripais sur la chirurgie du sein, qui est une pratique élective plutôt relaxe, dans le sens que c'est pas des grosses chirurgies stressantes, puis c'est des chirurgies d'un jour, les patients restent pas hospitalisés. Et je tripais sur aussi la trauma et la chirurgie vasculaire. Oh, Fait OK. que j'étais aux deux extrêmes. Fait que je me suis ramassée à un moment où est-ce que je devais faire un choix entre les deux. Puis justement, en me disant, ben oui, je fais de la chirurgie, ça va être occupé parce que je savais que j'allais travailler à Sherbrooke. J'ai décidé d'aller plus vers la chirurgie du sein, justement pour me donner un petit coup de main côté qualité de vie. Je me suis dit, je vais avoir moins de patients hospitalisés, une pratique de jour moins stressante, puis je vais avoir toute mon énergie pour faire des grosses gardes. Fait que je suis allée un peu dans cette direction-là. Puis ce que j'aimais beaucoup de la chirurgie du sein, c'est le côté un peu créatif. Je fais beaucoup d'oncoplastie, c'est ça que je suis allée chercher à l'Université d'Ottawa. Où est-ce que là, il faut réutiliser le tissu mammaire pour comme refaire un sein qui a une belle forme malgré le fait qu'on a enlevé un gros morceau. Ce côté-là, un peu esthétique, créatif, j'aimais beaucoup. Fait que c'est ça que je suis allée chercher. Puis l'autre chose du cancer du sein, c'est le défi un peu plus à l'extérieur du bloc opératoire. Il est surtout là. C'est une pratique qui change beaucoup, qui a beaucoup, beaucoup de recherches, puis qui se complexifie. Fait qu'il y a pas... on tombe très souvent en chirurgie dans des zones grises de qu'est-ce qui est le mieux, la chirurgie, la chimio avant, quel type de chirurgie. Fait que cette espèce d'exercice mental-là que j'aimais beaucoup aussi. Je trouve tellement que ça connecte bien les trois que tu hésitais au début, comme plastique, obstétrique, puis chirurgie générale, comme santé de la femme, mais puis il y a quand même le côté plastique de justement reconstruction. Exact. Honnêtement, je l'avais jamais réalisé, mais tu as raison que ça finit par être un joyeux mélange des trois. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cool. Puis comment justement, à quel volume de ta semaine est consacré à des chirurgies du sein? Je dirais la majorité en ce moment de ma pratique élective parce que là, on est 4 en ce moment. Puis il y en a beaucoup de cancers du sein, là, c'est ça. Ça arrive à chaque clinique, on a des nouvelles patientes. Donc, je dirais qu'en ce moment, au moins 90% de ma pratique élective est centrée sur le cancer du sein. En gardant l'endoscopie, que je fais encore, ben, de temps en temps, je diagnostique des cancers du côlon. Donc, je garde ces patientes-là sur ma liste. Les cancers qui sont plus rectum et tout ça, plus avancés, évidemment, vont vers nos collègues colorectales. Mais pour ce qui est des tumeurs standards, je les garde pour garder la main un peu sur ça. Puis sinon, je fais un peu de tout, comme tout bon chirurgien général. Là, fait que des hernies inguinales, je garde un petit peu de stopa. Fait que des chirurgies des plus grosses hernies, finalement. Fait que c'est ça. J'essaie de garder les choses que j'aime, j'essaie d'en garder un petit peu. Fait que j'arrive à en faire. Mais c'est sûr qu'il faut que je focus beaucoup sur le cancer du sein parce qu'on est 4, puis il faut qu'on arrive à faire les chirurgies pour tout le monde. Je sais que dans beaucoup d'hôpitaux et de centres, en ce moment, c'est quand même un challenge d'avoir du temps opératoire. Est-ce que tu réussis à avoir quand même pas pire de temps opératoire? Ou? Oui, mais on a très peu de contrôle sur ça. Tu sais, comme individu, là, comme chirurgien, il y a des salles attribuées, on a notre chef de service redistribue les salles. Tout le monde en a besoin, fait que tout le monde va tirer nécessairement la couverte de son côté, puis c'est correct. Fait que oui, j'arrive à en avoir. Je trouve que j'en ai assez. Est-ce que j'en prendrais plus? Certainement. Je serais capable d'en faire bien plus. Je pourrais opérer tous les jours si je pouvais. Mais oui, ça reste pas que c'est un défi parce qu'on peut pas faire grand-chose, mais ça reste une préoccupation. Je dirais surtout quand on fait du cancer. Ça, j'y pense souvent. Là, compter combien de cas je peux rentrer dans ma salle, combien de cas je vais avoir, est-ce que je vais être capable d'opérer à temps les cancers qui attendent sur ma liste. Ça, c'est notre quotidien. Puis je pense que peu importe ce qu'on fait, peu importe où est-ce qu'on travaille, ça reste, ces choses-là. C'est un stress qu'on peut pas t'en contrôler. Oui. Puis la pression du volume comme ça, est-ce que ça vient comme te chercher quand tu prends des vacances, des trucs comme ça, de savoir que tu as peut-être des patientes qui vont attendre plus longtemps, des trucs comme ça? J'ai pris à date 2 semaines de vacances depuis que j'ai commencé. Ça fait combien de temps que tu pratiques? À Sherbrooke, j'ai commencé au mois d'avril. OK. Puis je les ai pris au début en me disant je vais avoir besoin de, après 1 mois, 2 pratiques, une petite pause, le temps que je me sois établie à cet endroit-là. Fait que quand je suis partie, j'avais pas accumulé beaucoup de patientes. Fait que ça m'est pas encore arrivé, mais
c'est sûr que ça reste. Les courriels continuent de rentrer, les laboratoires continuent de rentrer. Fait que il y a des fois que je prends quelques jours, là, des fois des fins de semaine un peu allongées. J'arrive à décrocher, mais je garde un œil sur les prises de sang, les choses qui rentrent, parce que aussi, ayant une grande population de patientes avec des cancers, ben, je veux pas laisser traîner les choses. Sinon, ben, je pense qu'avoir des bonnes collègues, tu sais, quand je vais partir, pas si, mais je vais en prendre des vacances à un moment donné. Quand je prendrai des vacances, je sais que je peux demander à mes collègues, dire est-ce que je peux te retourner les courriels importants s'il y a des patientes qui ont des choses urgentes, est-ce que je peux te les diriger vers toi? Puis, je pense que ça, c'est la beauté d'avoir une belle équipe, puis qu'on s'entend bien, puis qu'on fait les choses sensiblement de la même chose, mais j'aurais pas peur de laisser ça à une collègue, puis je vais avoir confiance en eux. Mais c'est ça. Je peux pas dire comment je l'ai géré parce que ça m'est pas arrivé, mais j'ai l'impression que c'est ça, que on garde un petit œil là, de loin un peu sur notre ordinateur de temps en temps. C'est ça. Puis est-ce que c'est toi qui annonces les diagnostics aux patientes ou c'est déjà fait avant qu'ils se... Rarement. Okay. La majorité du temps, c'est fait par le médecin de famille ou la personne qui a demandé, en tout cas, l'examen. Mais une fois de temps en temps, ça arrive, les patientes arrivent dans mon bureau, se sont fait dire « je t'envoie voir une chirurgienne du sein parce qu'il y a quelque chose d'anormal », mais sans vraiment prononcer le mot cancer. Donc, ça arrive. De toute façon, même si c'est pas ça, on finit toujours par annoncer des mauvaises nouvelles à quelqu'un. Dans toute pratique, ça fait partie du travail. Mais oui, ça arrive quelques fois. Puis souvent, je finis par faire 2 rendez-vous parce que juste le diagnostic, dépendamment un peu, c'est des patientes plus jeunes, souvent, c'est plus difficile, on s'attend moins à ça. Mais je redivise les rendez-vous. Je fais un rendez-vous où est-ce que je l'annonce, puis après ça, un autre rendez-vous où est-ce que j'explique tout, parce que souvent, même si on parle, ils ne se souviennent pas nécessairement de toutes les explications. Mais ça arrive. Puis il faut quand même aimer la clinique, j'ai l'impression, même si on est chirurgien. Oui, on a cette idée, des fois, en tout cas moi-même, je l'avais, l'idée préconçue en chirurgie, on parle pas aux patients, on voit pas les patients. J'avais aussi cette idée-là, puis je me souviens quand je parlais avec mes amis de est-ce que je vais faire de la chirurgie, je me disais, mais tu sais, moi, je veux quand même avoir un contact avec des patients, je veux pas... Mais finalement, il y a que ça, là. Chaque personne que tu vas opérer, tu vas la rencontrer, puis tu vas lui parler, consentir, expliquer un diagnostic. Fait que ça reste. Puis on a l'impression que finalement, dans une semaine de chirurgie, on n'opère pas à tous les jours. Il faut faire de la clinique pour les trouver, ces patients-là, à opérer, puis leur expliquer. Fait qu'on fait quand même de la clinique à toutes les semaines, assez régulièrement. Fait que je dirais que le contact patient, on l'a amplement. Là. On en a toujours. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez un peu moins de ta pratique ou que tu aimerais ça changer? Bonne question. Comment dire? Il n'y a pas de choses que j'aime pas de la chirurgie. Je pense que ce que j'apprécie moins, je dirais, c'est la gestion, justement, de ce qu'on parlait de avoir une longue liste avec des cancers, pas être capable de les opérer à temps, essayer des fois de mettre la main sur une petite salle d'op par-ci, par-là. Des fois, je me retrouve avec tellement de patientes que je dois rediriger les patients vers d'autres chirurgiens. Fait que je trouve ça, c'est comme un petit stress, là. C'est comme un stress de gestion, céduler les chirurgies, essayer que ça rentre dans le temps, essayer que toutes les patientes soient opérées. Je dirais que c'est ça qui est la partie que j'aime le moins, mais tu sais, ça reste que pour moi, c'est comme de l'admin à côté de la chirurgie, mais la chirurgie en elle-même, la pratique, ce qu'on fait avec les patients cliniques, la colonoscopie, les opérations, la garde, il n'y a rien que j'aime pas de ça. Ouais. Puis au contraire, c'est quoi vraiment le highlight, le truc que tu aimes le plus? Ben, c'est comme je disais tantôt, les surprises. Je pense que la garde, c'est mais pas être de garde, pas dormir, c'est pas ça, mais je pense l'adrénaline, l'imprévu, c'est ça, je pense que j'aime le plus. Je pense que c'est une première qu'on se fait dire que c'est les gardes que les gens aiment le plus. Mais c'est pas être de garde, mais c'est ce qu'on a comme cas sur la garde, je pense que j'aime. Puis est-ce qu'il y a des caractéristiques qu'un étudiant doit absolument avoir pour être un bon chirurgien, pour aller en chirurgie générale? Bien, je pense qu'il faut être habile techniquement. Ça, tu peux pas t'en sortir, là. Je veux dire, oui, on peut le développer, on peut le pratiquer, mais tu sais,
des fois, il y a des gens qui ont juste moins de coordination. Tu sais, même si tout le monde essayait de danser la claquette pendant des heures, c'est pas tout le monde qui y arriverait. Fait que c'est un peu la même affaire, tu sais. Fait que ça, c'est sûr, c'est la base. Sans ça, c'est difficile de faire ce travail-là. C'est quelque chose que je trouve qui est difficile à savoir quand on est étudiant. Où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres étudiants? Tu sais, genre, moi, j'ai vu comment moi je fais des sutures, mais j'ai aucune idée comment mon collègue à côté le fait parce que je suis rarement avec un autre étudiant, tu sais. Des fois, on a l'impression que les résidents, ils vont vraiment être gentils avec tous les étudiants, là. Tout leur dire à quel point ils font bien ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as un truc pour, genre, les étudiants pour savoir s'ils sont vraiment habiles ou non? En fait, je pense qu'il faut juste demander du feedback. Puis, c'est ça, je pense qu'il y a personne qui va dire tu l'as vraiment pas, t'es pas bon. Personne va dire ça parce que, tu sais, on veut que tout le monde s'améliore. Puis, au lieu de dire ça, tout le monde va donner des trucs constructifs, là. Mais je pense que, tu sais, des fois, quand quelqu'un nous demande du feedback puis que la personne est vraiment, vraiment excellente, ben on va le dire. Là. On va dire, ah, tu fais super bien ça, j'ai rien à dire. Fait que, tu sais, je pense que la seule façon de le savoir, c'est d'avoir du feedback. Mais après ça, même si quelqu'un te donne, je sais pas, 10 commentaires constructifs, ça veut pas non plus dire que tu l'as pas ou que tu y arriveras pas. Fait que c'est sûr qu'il faut s'améliorer. Ouais, c'est ça. Mais je pense vraiment la seule façon que je peux voir, c'est de demander du feedback des pairs. Ça peut être des collègues, mais sinon les patrons, les résidents. Je pense que les résidents sont une bonne source pour les externes. Moi, en tout cas, c'était le cas quand des fois, je me disais, je vais-tu réussir à rentrer? Est-ce que je suis assez bonne? Blablabla. Ben, je m'étais un peu... Il y avait certains résidents avec qui je m'entendais vraiment bien. Puis, tu sais, je leur demandais, penses-tu que j'ai des chances? Ben, ils disaient, ben oui, tu sais, tu fit ou il y en a... Tu sais, peut-être que... Je sais pas. Je pense que si on se sent vraiment près d'un résident, peut-être qu'il va dire, ben, peut-être je prendrais un plan B à ta place. Je sais pas. Je pense que si on a une bonne relation avec un résident, il y a plus de chances d'être honnête avec nous dire si ça a l'air de fitter ou pas. Mais au final, je pense qu'on le sent. On le sait quand on est à notre place puis quand ça va bien ou quand ça va pas bien. Je pense que ça se fait un peu tout seul aussi. C'est sûr. Puis, est-ce que tu as un truc pour les étudiants? C'est quand même difficile de rentrer en chirurgie, tu sais, dans ce qu'on entend, c'est quand même compétitif, tout ça, pour se démarquer quand ils sont dans leurs études ou dans le processus. Mais je pense, ce qu'on remarque, c'est un peu c'est le standard. Qu'est-ce qu'on va remarquer, c'est si quelqu'un a un bon jugement clinique, c'est sûr que ça vient avec l'expérience surtout, mais tu sais, avoir des bonnes connaissances de base, puis certainement le côté technique, quand on a quelqu'un, un externe qui arrive qui fait des points, puis on se dit, oh my God, j'ai pas rien dit, puis ça, c'était parfait. On le remarque, là, il y en a qui l'ont plus vite, mais quelqu'un qui veut rentrer en chirurgie, je dirais, il faut pratiquer ça. Il faut s'acheter des petites pattes de cochon, des petites peaux, puis le pratiquer. Moi, je regardais des vidéos pour apprendre à attacher à une main. Personne ne me l'avait vraiment appris. Fait que vidéos YouTube, puis je faisais ça, comme je disais, dans les vacances de Noël, sur le bord du sapin. Je faisais des nœuds. Fait que je pense qu'il faut le pratiquer aussi, parce que ça va paraître, là, quelqu'un qui est habile ou quelqu'un qui l'a jamais essayé, qui l'a pas pratiqué. Puis est-ce qu'il faut rester, arriver très tôt et très tard pour se démarquer, selon toi? Ben, ce qu'il faut, je veux pas encourager ça, mais je pense qu'il faut être motivé. Ouais. Puis si c'est ça que t'aimes, ça va venir tout seul d'être motivé dans ton stage. Mais certainement, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est des gens qui sont proactifs, des gens qui sont capables de voir le travail à faire. Des fois, on dirait que ça peut être plus difficile pour certaines personnes de dire, tu sais, il faut aller faire ça, je dois aller préparer. Ça peut être plus difficile, mais il y a des gens qui le voient tout de suite, qu'est-ce qu'il y a à faire, je vais faire ça, je vais prendre de l'avance. Fait que c'est certainement que nos journées vont tellement vite, puis il y a tellement de choses à faire que des gens motivés qui sont proactifs, qui voient qu'est-ce qu'il y a à faire comme travail, puis qui le font, qui nous aident, ça paraît toujours très, très bien. Là, on le sent, il y a des fois, on a des étudiants qui... On se dit, il y a une chance qu'ils étaient là aujourd'hui parce que j'aurais pas eu le temps de tout vérifier. Ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon tout le temps. Ouais, quand c'est un atout à l'équipe. Ouais, oui, exactement. Pas juste un observateur. Je pense que c'est ça, en tout cas, peut-être dans toutes les spécialités, mais je pense en chirurgie, surtout avoir quelqu'un qui fait juste regarder. On se dit, hey, go! Parce que, tu sais, il y a de l'action, puis il y a des choses à faire. Il faut faire des choses, il faut un peu prendre ses responsabilités puis être proactif. Puis une chose que
on a entendu quelques fois, c'était des résidents qui disaient, si mettons, tu as un intérêt autre que la chirurgie, si tu te verrais faire autre chose que la chirurgie, ben va pas en chirurgie, choisis cette autre chose-là. Est-ce que pour toi, c'est vrai? Ou... Non, je pense qu'il exagère. Je veux dire, c'est pas vrai qu'on est... T'sais, est-ce qu'on a un âme sœur dans la vie, genre une personne avec qui on peut finir notre vie, c'est tout? Non, il y a plusieurs personnes avec qui ça peut fitter. Je pense que c'est la même chose, là. T'sais, on peut fitter dans d'autres milieux, puis ou dans d'autres spécialités, puis quand même faire ça, puis être excellent, puis s'épanouir dans ce travail-là. Là. Fait que je pense pas que c'est vrai. Puis, tu sais, comme je disais, moi, je suis passionnée par absolument tout. Il y a pas grand-chose que j'aime pas de cette spécialité-là, puis j'ai quand même envisagé d'autres choses. Là. Fait que, en tout cas, moi, je crois pas à ça. Mais certainement que si tu veux faire ça, faut que tu focuses beaucoup là-dessus, puis que tu travailles beaucoup en ce sens-là. Mais je crois pas à ça. Ouais. Non, je dirais clairement, la plupart des gens pourraient aller dans plusieurs spécialités et être très heureux. Oui. On le voit un peu juste avec ce podcast-ci. Comment tous les gens finissent par être à quelque part qu'ils aiment. Juste ça, c'est rassurant, puis ça montre un peu ça. Mais... Je pense que tout le monde finit par se placer. Je sais que le CARM, souvent, c'est stressant. Puis on se dit, c'est ça que je veux faire. Mais des fois, les gens n'ont pas leur premier choix, puis ils sont heureux quand même, puis ils se disent, en rétrospect, ça me va aussi, cette vie-là, puis je suis content aussi, puis il y a toujours des pour et des contre. Fait que j'ai vraiment l'impression que tout le monde finit par trouver son compte, puis des fois, si c'est pas la spécialité avec un milieu de pratique, des fois qu'on se retrouve à travailler avec des bons collègues, des amis, puis qu'on a un beau milieu de travail, on est tout aussi heureux. Fait qu'il faut pas non plus se dire que notre vie est finie quand on n'a pas notre premier choix. Je pense qu'il y a moyen d'être heureux, peu importe. Ben ouais. On a parlé tantôt des gens qui lâchaient la chirurgie, mais est-ce qu'à l'inverse, tu as déjà vu des personnes qui ont switché d'une autre spécialité vers la chirurgie générale? Oui, j'ai une bonne amie à moi qui a fait ça. Qui est devenue mon amie parce qu'elle était en chirurgie. Je la connaissais pas avant, mais elle a commencé en médecine interne. Puis je pense qu'elle a fait 1 an ou 2. Puis elle s'est dit, non, c'est vraiment pas ça. Je veux vraiment, vraiment faire de la chirurgie. Fait qu'elle a fait plein de démarches, puis elle a fini par rentrer en chirurgie générale. Elle était plus vieille que moi, fait que ça a été ma résidente senior. Mais oui, puis elle a continué... en tout cas, elle a continué un long chemin parce qu'après la chirurgie générale, elle s'est rendue compte qu'elle aimait la chirurgie cardiaque, donc elle a même fait son changement en chirurgie cardiaque. Et puis là, maintenant, elle est chirurgienne cardiaque. Je la salue si jamais elle entend ça. Mais oui, ça existe. C'est la première fois faisable. qu'on entend ça, un double switch. Ouais. Et c'est beau, c'est pour ça les gens comme au CURMS, on parle d'une situation stressante, mais qu'au final, si c'est vraiment la chirurgie que tu veux faire, il y a d'autres façons de peut-être pouvoir revenir puis retourner dedans. C'est clair. Puis là, tantôt, tu disais aussi le moyen de se trouver un endroit, une équipe qu'on aime. Puis est-ce que ça, c'était difficile en chirurgie, mettons, en général, de trouver un poste dans les gros centres? Pas pour moi. Ça l'a pas... parce que on en avait... J'aimais beaucoup, beaucoup l'équipe de Sherbrooke. Puis il y avait besoin de quelqu'un en sein. Puis j'adorais l'équipe. Fait que c'est sûr que moi, puis j'étais vraiment, vraiment chanceuse parce que dans l'année que j'appliquais, il y avait pas beaucoup de postes, mais ça a donné que j'étais là au moment où il y avait besoin, avec la spécialité qu'il y avait besoin, fait que j'ai été là. Fait que pour moi, ça n'a pas été difficile, puis je connaissais très bien les gens, puis je savais que je serais heureuse là. Puis j'avais déjà des amis qui étaient résidents avec moi, qui ont fini par graduer puis travailler là. Fait que là, pour moi, c'était comme le milieu parfait. Mais après ça, si je regarde mes collègues, ils se sont trouvés des milieux, puis eux aussi, c'est des super beaux milieux. Quand on est à Sherbrooke, on fait beaucoup de stages à l'extérieur, fait qu'on va à Victoriaville, à Chicoutimi. Puis c'est des milieux aussi qui étaient très agréables. Fait que je pense pas que c'est nécessairement difficile de trouver un milieu agréable. Quand c'est notre spécialité, comme je disais, c'est vraiment... On entretient quasiment les préjugés, des fois, qu'on a, tu sais, dans une spécialité, on se dit, on est capable, tu sais, il y a toujours des vidéos sur YouTube qui niaisent une spécialité comme ça, l'autre spécialité comme ça. Ben, tu sais, veux pas, on va vers les gens qui nous ressemblent. Fait que je pense que si tu es à la bonne place dans tes milieux, tu vas trouver quelqu'un avec qui tu t'entends bien nécessairement. Fait que si je regarde mes collègues de mon année, ils sont tous dans des milieux
qu'ils aiment beaucoup leurs collègues, puis ils sont très heureux où est-ce qu'ils sont. Est-ce que la majorité ont fait des fellowships ou pas nécessairement? Sur mon année, on était 5. On est 2 à avoir fait des fellowships. Puis les autres sont allés se sont trouvés un travail dans d'autres milieux. Puis c'est ça, tout le monde s'est bien placé. Mais c'est variable. Il y a des années où est-ce que tout le monde part en fellowship, d'autres années que personne part en fellow. Ça dépend. Ça dépend aussi des postes disponibles. Là. Des fois, quand il n'y a pas de poste en centre universitaire, mais tu te dis, je vais aller pratiquer tout de suite. Là. Variable. Oui, parce que souvent, les fellows, genre, est-ce que tu savais que tu avais un poste avant même d'aller faire ton fellow? OK. Oui. Oui, pas quand j'ai appliqué pour le fellowship, c'était pas confirmé. Mais quand j'étais rendue à accepter un poste de fellow, je savais que j'avais mon poste en revenant. Puis c'était comment ça, partir? C'est 1 an complètement un peu déconnecté là, de tous les gens avec la résidence et repartir à 9. Est-ce que c'était difficile dans une nouvelle équipe? En fait, ça a été difficile parce que c'était la COVID aussi. Je suis partie, donc il n'y avait rien. Fait que je suis partie dans une ville que je connaissais pas. J'avais pas de co-fellow. J'étais la seule fellow dans cette discipline-là. Puis là, personne sortait. Il n'y avait pas de restaurant. On voyageait. On ne pouvait pas encore se regrouper. Fait que je redescendais pas à Sherbrooke pour des amis. On restait beaucoup là. Fait que ça a été un peu... c'est ça. Ça a été difficile. On se sentait un peu isolé aussi dans une ville inconnue. J'ai eu la chance, par exemple, d'avoir mon conjoint qui m'a suivie. Puis, on s'est acheté un petit chien. C'est ça qui nous a sauvés de l'isolement. La zoothérapie. Oui, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, là, on était juste tout le temps nous deux, tu sais, finalement. Fait que là, d'avoir le petit chien, on sortait tous les jours. Puis, ça mettait de la vie dans notre appartement. Puis après ça, là, on connaît les collègues. Puis là, j'ai fini par me développer un réseau au travail là-bas. Mais oui, là, ça a été une situation d'isolement. Je ne sais pas en d'autant comment ça se passe. C'est différent. Mais là, c'était particulier. Même magasiner nos appartements, c'est au moment où est-ce que les frontières Québec-Ontario étaient fermées. Fait qu'on ne pouvait même pas y aller. Fait qu'on faisait des visites. On ne connaissait pas les quartiers. On faisait des visites par cellulaire, là, des gens qui marchaient, qui filmaient une vidéo pour nous montrer l'appartement. Je faisais du Google Street View pour voir si le quartier avait l'air correct. C'est fou, c'était drôle. Ça faisait Au moins, tu dis 1 an, ça passe quand même vite, somme toute. Oui. En fait, j'étais supposée... c'était 2 ans, mon fellowship, mais 2 ans? Oui. Mais finalement, c'est le fellowship de Saint, c'est 1 an. Mais maintenant, la majorité des endroits demandent 2 ans de fellowship. Fait que c'était 1 année en Saint. Puis ma 2e année, je faisais aussi... je voulais faire la maîtrise en épidémiologie à Ottawa. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que je me suis retournée vers le McMaster, qui offrait comme un cours à temps partiel. Fait que j'ai fait ça. Donc, étant à distance, en temps partiel, ça m'a permis de revenir à Sherbrooke plus rapidement parce que j'ai complété ça en même temps de commencer ma pratique. Mais sinon, c'était supposé être 2 ans. Sinon, est-ce que vous avez un dernier conseil ou quelque chose que tu aimerais dire aux étudiants là, qui se cherchent, qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire? Puis... je pense, quand on le sait pas, moi, en tout cas, mon déclic, ça a été les gens. C'est les gens qui me ressemblaient. Fait que quand on le sait pas, je pense regarder les gens avec qui vous travaillez, les patrons, les résidents, puis est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces gens-là? Si oui, je pense que c'est un bon signe. Puis sinon, pour ceux qui veulent faire de la chirurgie, je pense pratiquer, c'est toujours bon. Puis d'être motivé, puis de bien, dans des stages, faut faire un peu toutes les tâches pas juste la chirurgie, mais je pense toutes les spécialités. Faites toutes les tâches. Faites la tournée comme on fait la tournée, les gardes comme on fait les gardes, pour vraiment apprécier c'est quoi au day-to-day, pour être sûr que c'est la chose qui vous convient. Parfait. Merci beaucoup. Merci.